Dans ce type de production, tout commence non pas avec un matériau souple, mais avec de la pierre dure, lourde et brute. La laine de roche prend généralement naissance dans le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales. Ce sont des morceaux noirs ou gris d'apparence banale, qui évoquent davantage du gravier routier qu'un futur isolant thermique pour la maison. Tout débute loin de l'usine, dans les carrières, où le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales sont littéralement découpées de la terre par couches gigantesques. Quand j'arrive sur un tel site, je ne découvre pas un simple trou dans le sol, mais un véritable amphithéâtre de pierre, avec ses terrasses, sur lesquelles rampent lentement d'énormes camions-bennes de plusieurs tonnes. Ici, rien de doux ni de délicat. C'est une étape rude, difficile, où tout commence par des explosions, des foreuses et de la mécanique pure. D'abord, les géologues repèrent les zones où la composition de la roche convient, car pour la laine de roche, ce n'est pas seulement la dureté de la pierre qui compte, mais aussi son équilibre minéral. Ensuite, on fore des puits profonds dans le massif, dans lesquels on place les charges. Après une explosion contrôlée, des pans entiers de roches se fissurent et s'effondrent en énormes blocs. Et c'est précisément à ce moment-là que la carrière s'anime. Des excavatrices au godet de la taille d'une pièce commencent à charger les débris dans des tombereaux. La pierre est ensuite acheminée vers le concassage primaire. Les gros morceaux, qui faisaient encore partie de la paroi rocheuse il y a peu, passent dans de gigantesques concasseurs à mâchoires, où ils sont broyés en fractions plus maniables. Le matériau est alors trié, les éléments indésirables sont séparés, et l'ensemble est préparé pour le transport vers l'usine. Autrement dit, avant même que la pierre ne devienne une masse fibreuse et souple, elle parcourt un chemin très rude et spectaculaire. De la roche massive à la matière minérale, contrôlée dont naîtra la laine de roche. Les camions les acheminent à l'usine, les déversent dans de grands silos, puis les alimentent dans le système de broyage. Là, la pierre est concassée, triée et mélangée dans les bonnes proportions. À ce stade, la production ressemble encore presque à une carrière. Mais par la suite, tout devient beaucoup plus fascinant. Après préparation, la matière première est introduite dans le four de fusion. Et c'est là que commence ce pourquoi j'adore ce type d'usine. La température à l'intérieur du four grimpe jusqu'à environ 1500 degrés Celsius. La pierre, encore dure et froide il y a peu, commence à perdre sa forme, à s'affaisser, puis se transforme en une masse épaisse et incandescente. On dirait que quelqu'un a appris à une montagne à couler. Le flot de matière minérale liquide irradie d'une lumière orange vif et évoque la lave, non pas dans le cratère d'un volcan, mais au cœur industriel de l'usine. Et voici mon moment préféré de tout le processus, la formation des fibres. Car la laine de roche n'est ni découpée dans un bloc, ni pressée à partir de poussière, ni soufflée comme de la mousse. Elle est littéralement étirée à partir de la pierre fondue. La masse liquide est dirigée vers des centrifugeuses ou des disques tournant à haute vitesse qui vrombissent à une cadence vertigineuse. Lorsque les gouttes de roche en fusion atteignent ces éléments rotatifs, elles sont instantanément projetées dans toutes les directions et étirées en filaments fins. Cela ressemble beaucoup à la fabrication de barbe à papa, sauf qu'ici, au lieu de sucre, c'est de la pierre. Et au lieu d'une machine foraine, c'est un équipement industriel fonctionnant à des températures où le métal commence à rougeoyer. Tout autour règne un air brûlant, le rugissement des turbines et la sensation d'être à l'intérieur d'un moteur géant. Les fibres volent dans l'air en nuages, tandis que de puissants flux d'air les saisissent et les dirigent vers la chambre de formage. C'est là que naît ce fameux tapis minéral duveteux, qui deviendra ensuite des panneaux pour l'isolation des toitures, des façades et des cloisons. Mais pour l'instant, c'est encore une masse très instable, molle, chaotique, presque comme une pelote de toile d'araignée minérale brûlante. Pour que ce nuage fibreux se transforme en véritable matériau de construction, on y ajoute des liants. Ils sont pulvérisés de manière très uniforme,
recouvrant les fibres d'une fine couche. Tout cela vient ensuite se déposer sur un tapis roulant sous la forme d'un épais matelas fibreux. Et c'est là que je peux littéralement voir le futur isolant prendre forme. Au début, il est gonflé et volumineux, semblable à un nuage minéral, mais il passe ensuite sous un système de rouleaux et de cadres de calibrage qui lui donne son épaisseur exacte. Après cela, le matériau est envoyé dans un four de polymérisation. Ce n'est ni une fusion, ni un séchage au sens domestique du terme. C'est ici que se fixe la structure interne. Sous l'effet de la température, les composants liants durcissent et le matelas fibreux acquiert une forme stable. Si jusqu'à ce moment la laine de roche ressemblait à une masse duveteuse, après le four elle se comporte déjà comme un produit industriel fini. On peut la découper, la presser, la transporter et la monter sur les chantiers. C'est un vrai plaisir de voir comment le matériau passe d'une masse informe à une géométrie très précise. Après le traitement thermique, d'immenses panneaux se déplacent sur la ligne de découpe. Des couteaux et scies automatiques les découpent au format standard avec une précision millimétrique. C'est là que débute une toute autre esthétique. Plus de feu ni de fusion, place à l'ingénierie pure. Les panneaux sont nivelés, emballés, compressés pour le transport, enveloppés de films plastiques et expédiés. Et tout cela a une cadence telle qu'on peine à suivre du regard le passage d'une étape à l'autre. Ce qui me fascine particulièrement avec la laine de roche, c'est qu'elle ressemble à quelque chose de léger et doux, alors qu'elle provient en réalité de roches volcaniques fondues. Il y a là un paradoxe industriel. L'un des matériaux de construction les plus doux au toucher naît dans l'un des environnements les plus brutaux qu'on puisse imaginer dans une usine. Chaleur intense, poussière, vibrations, vacarme, centrifugeuse, four, convoyeur, et au final, un matériau qui s'effacera ensuite tranquillement derrière une plaque de plâtre ou une façade pour accomplir son travail en silence pendant des décennies. Et il y a encore un aspect qui se ressent vraiment sur le site de production. La laine de roche n'est pas seulement appréciée pour son isolation thermique. Elle atténue également très bien le son et joue un rôle crucial pour la sécurité incendie. Car contrairement à de nombreux isolants polymères, elle est fabriquée à partir de minéraux qui ont déjà subi une chaleur extrême à l'usine. Cela signifie que dans une vraie maison ou un bâtiment industriel, elle agit non seulement contre le froid, mais aussi comme barrière contre le feu. Difficile de croire qu'il y a quelques minutes à peine, c'était une masse rocheuse liquide, semblable à de la lave. Et c'est précisément là tout l'intérêt de ce genre de visite. On se met à regarder les choses ordinaires autrement. Car après une telle usine, la laine de roche ne ressemble plus à un truc pour les travaux. Elle ressemble à un produit d'ingénierie très sérieux, qui a traversé le feu, les centrifugeuses et des dizaines de machines, pour ensuite rester discrètement dans un mur et vous préserver la chaleur en hiver. Et si je vous disais que votre smartphone contient bien plus d'argent que vous ne l'imaginez, et que c'est justement l'argent, et non l'or, qui maintient toute cette électronique en place? Je me trouve actuellement à l'usine Heraeus de Hanau, en Allemagne. L'entreprise existe depuis 1851, autrement dit, elle est plus ancienne que l'unification allemande elle-même. Et pendant tout ce temps, on y raffine des métaux précieux. Aujourd'hui, l'argent. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre téléphone de la même façon. Commençons par comprendre pourquoi l'argent s'est retrouvé dans l'électronique. L'or, c'est beau. Ça ne rouille pas. Les joailliers et les banques centrales l'adorent. Mais l'argent possède une propriété qui le rend irremplaçable dans l'industrie. C'est le meilleur conducteur d'électricité parmi tous les métaux. Meilleur que le cuivre, meilleur que l'or,
meilleur que n'importe quoi d'autre. Tout simplement le meilleur, sans discussion possible. Alors quand les ingénieurs conçoivent une puce électronique et qu'ils ont besoin que le courant passe du point A au point B avec un minimum de pertes, ils pensent à l'argent. Dans un smartphone moderne, on trouve de l'argent dans les contacts, les soudures, les pattes conductrices et les revêtements. Pas énormément, mais sans lui, le téléphone ne fonctionne tout simplement pas. Maintenant, voyons d'où vient l'argent pour tout ça. Contrairement à l'or, les gisements d'argent pur sont rares. La majeure partie de l'argent mondial est extraite comme sous-produit lors de l'exploitation du plomb, du zinc ou du cuivre. Le minerai contient de l'argent en petite quantité, et il faut l'en extraire. Après enrichissement à la mine, on obtient ce qu'on appelle du doré, un alliage d'argent et d'or avec des impuretés. C'est donc ce doré qui arrive ici, à Hanau. Son aspect n'a rien de spectaculaire, des lingots crasseux de couleur gris-jaune, qui ressemblent à des morceaux de vieux plomb. Et personne ne devinerait qu'à l'intérieur se cache de l'argent à 80 ou 90% de pureté. Première étape, la fonte et la coupellation. Les lingots de doré sont chargés dans le four. Température, environ 1100 degrés Celsius. À cette température, l'argent et l'or restent en alliage, tandis que le plomb et les autres métaux de base s'oxydent et passent dans les scories, où sont absorbés par la base poreuse, la coupelle. D'où le nom du procédé. À la sortie, ce qu'on appelle l'argent brut, d'une pureté de 98% et plus. Cela ressemble déjà à de l'argent, mais ce n'est pas encore ce dont l'industrie a besoin. Ensuite, le raffinage électrolytique. Et c'est là que l'usine se transforme en quelque chose qui ressemble à un laboratoire de chimie géant. Le long de l'atelier s'alignent des rangées de cuves d'électrolyte, une solution de nitrate d'argent. Dans chaque bain sont immergés des anodes en argent brut et des cathodes en métal pur ou en titane. Un courant continu traverse le bain. L'argent de l'anode se dissout dans l'électrolyte et se dépose sur la cathode sous forme de cristaux, purs, chimiquement quasi stériles. Les impuretés se comportent différemment. Certaines restent dans l'électrolyte, d'autres se déposent au fond du bain sous forme de boue. Et cette boue n'est pas un déchet. Elle concentre l'or, le platine, le palladium. On la collecte soigneusement pour la traiter à part. Autrement dit, la raffinerie ne rejette rien. Chaque parcelle impure est valorisée. Le procédé Möbius, c'est ainsi que se nomme cette technologie électrolytique, donne de l'argent à 99,9% de pureté. C'est déjà la norme, good delivery. Des lingots d'une telle pureté sont acceptés sur le marché londonien des métaux précieux et constituent l'étalon international de qualité. Mais pour l'industrie électronique, cela ne suffit pas toujours. Les fabricants de circuits intégrés exigent parfois 4 ou 5 9 après la virgule. L'argent subit alors une purification supplémentaire, fusion de zones ou précipitation chimique. C'est un travail déjà plus délicat, presque joaillier, où chaque nouveau neuf après la virgule s'obtient de plus en plus difficilement. Les cristaux d'argent déposés sur les cathodes sont retirés manuellement ou mécaniquement, selon la conception du bain. Leur aspect est stupéfiant. De délicates structures arborescentes, blanc argenté, semblables aux givres hivernales sur une vitre. C'est là de l'argent presque pur, sous sa forme cristalline originelle, avant qu'on ne le refonde, pour le couler en lingots ou le transformer en poudre, fil ou pâte selon les applications visées. Pour l'électronique, l'argent s'utilise le plus souvent sous forme de pâte conductrice. C'est un mélange de poudre d'argent fine et de liant, qu'on applique sur des substrats par sérigraphie, presque comme l'impression sur t-shirt, mais avec du métal et sous microscope. D'ailleurs, si les détails du processus d'impression sur t-shirt vous intéressent, faites-le savoir en commentaire. Après application, la pâte est cuite au four.
Les liants se consument et il ne reste que la piste conductrice en argent. C'est exactement ainsi que l'on fabrique les contacts dans les panneaux solaires, les condensateurs céramiques et une multitude d'autres composants. En moyenne, un panneau solaire contient environ 20 grammes d'argent, multiplié par des milliards de panneaux à travers le monde. Et l'on comprend pourquoi la demande industrielle d'argent augmente chaque année. Il faut évoquer à part les propriétés antibactériennes. L'argent tue les bactéries. On le savait déjà dans l'Antiquité, quand on conservait l'eau dans des récipients d'argent. Aujourd'hui, les ions d'argent sont ajoutés aux revêtements médicaux, aux textiles, aux filtres à eau et même à certains smartphones, pour que la surface retienne moins de microbes. Nous ne sommes plus dans l'électronique, mais dans un tout autre domaine d'application de ce même métal. Les panneaux solaires ont absorbé 197 millions d'onces d'argent en 24, près d'un cinquième de la demande mondiale totale. Une seule voiture électrique contient jusqu'à 50 grammes d'argent, 2 fois plus qu'une automobile classique à moteur thermique. Et il y a un hic, la pénurie d'argent. Le marché de l'argent consomme déjà plus qu'il n'en produit depuis 4 années consécutives. La demande du secteur solaire et des véhicules électriques croît plus vite que l'extraction ne parvient à suivre. Or, l'argent, contrairement à l'or, se consume pour l'essentiel de manière irréversible. Il se disperse dans les circuits, les panneaux et les contacts en quantité si infime que son recyclage n'est pas rentable. L'or des vieux téléphones se récupère et se refond, tandis que l'argent se perd tout simplement. La pénurie est donc bien réelle, et les analystes prévoient que la situation ne fera qu'empirer dans les années à venir, surtout si l'énergie solaire continue de progresser à ce rythme. J'observais les cristaux croître lentement sur les cathodes. Ce n'est pas un processus rapide, plusieurs jours par cycle. Mais le résultat, c'est un métal dont les impuretés représentent moins d'1 centième de %, et qui partira demain vers une usine en Corée ou à Taïwan, où il deviendra un composant qui finira dans votre prochain téléphone ou ordinateur portable. L'argent aura parcouru tout un chemin, d'un lingot brut de doré jusqu'au cristal sur la cathode, puis vers une pâte, puis vers une puce électronique. Et personne, en chemin, ne l'aura même remarqué. Voilà un métal discret, sans lequel l'électronique moderne ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Abonnez-vous à la chaîne, la prochaine fois, ce sera encore un matériau que vous ne vous attendiez pas à trouver dans les objets du quotidien. Chaque année, des milliers de tonnes de métaux sont extraites dans le monde. Mais un seul d'entre eux est si dangereux qu'il peut tuer un homme même sous forme de poussière, tout en nous permettant de remonter 13 milliards d'années dans le passé de l'univers. C'est le beryllium. Un métal plus léger que l'aluminium, mais plusieurs fois plus rigide que l'acier. Un métal sans lequel le télescope spatial James Webb n'existerait pas. Mais il y a un détail dont presque personne ne parle. Pourquoi sa production évoque-t-elle un cauchemar chimique? Et pourquoi le manipuler ressemble-t-il à un jeu mortel? Et que cachent exactement ces usines derrière leurs épaisses vitres de protection? Ne zappez pas, vous découvrirez ce qui changera à jamais votre perception du métal. Entrons directement dans les chiffres, car ils sont tout simplement renversants. Regardez ce bloc de métal. En apparence, un simple morceau de ferraille grise, mais si j'essaie de le soulever, je risque de me heurter le menton tant je serai surpris. La densité du beryllium n'est que de 1,85 g par centimètre cube. C'est près de 30% de moins que l'aluminium, que nous considérons habituellement comme la référence en matière de légèreté. Mais voici le tour de force. Malgré cette quasi-apesanteur, le beryllium est 4 fois plus rigide que l'acier. Son module d'élasticité atteint l'incroyable chiffre de 303 gigapascales. Cela signifie que ce matériau oppose une résistance considérable à toute déformation. Vous pourriez en faire une structure fine, comme du papier. Elle conserverait sa forme sous une charge colossale.
Son processus d'extraction constitue un chapitre à part dans le manuel de survie industrielle. La source principale, un minéral appelé bertrandite, extrait dans les déserts de l'Utah. Le minerai ne contient qu'environ 0,5% de beryllium. Pour extraire ce métal, la roche est broyée puis plongée dans de l'acide sulfurique, transformant le tout en une sorte de bouillie chimique. Ensuite, par une série de manipulations complexes avec des hydroxydes et des fluorures, on obtient du fluorure de beryllium pur. Celui-ci est mélangé à du magnésium dans d'immenses creusets et chauffé à une température de 1300 degrés Celsius. Le magnésium capte le fluor, tandis qu'au fond se déposent des grains métalliques brillants, ce qu'on appelle des pellets ou galets de beryllium. Mais ce n'est que le début, car il est impossible de les travailler directement. C'est ici que nous arrivons à la partie la plus dangereuse de notre visite. Le beryllium est une véritable bombe toxique. Sa poussière provoque la berylliose chronique, une maladie qui rend vos poumons tout simplement incapables de fonctionner. C'est pourquoi personne ici ne coule le métal dans des moules, comme on le ferait avec de la fonte. On utilise des méthodes de métallurgie des poudres. Les grains de métal sont broyés en une poudre fine dans des broyeurs spéciaux sous vide. Chaque grain de poudre doit être sous contrôle. Ensuite, cette poudre est versée dans d'immenses capsules d'acier et soumise à un pressage à chaud sous vide. Imaginez une pression de centaines d'atmosphères et une température de plus de 1000 degrés qui écrasent simultanément cette poudre, la forçant à devenir un bloc monolithique. Cela dure des heures, jusqu'à ce que la structure devienne parfaitement homogène. Pourquoi donc les ingénieurs du télescope ont-ils choisi ce matériau infernal pour leur miroir? C'est une question de froid cosmique. James Webb opère au point de Lagrange numéro 2, où la température chute à moins 223 degrés Celsius. Le verre ordinaire, soumis à un tel refroidissement, commence à se déformer de manière imprévisible. Or, le beryllium possède une propriété unique. Son coefficient de dilatation thermique devient pratiquement nul aux basses températures. Il se fige, pour ainsi dire. Cela a permis de créer des miroirs qui restent parfaitement lisses, même dans le froid le plus impitoyable du cosmos lointain. Chacun des 18 segments du miroir mesure 1,30 m de diamètre, mais ne pèse que 20 kg. Si nous les fabriquions en verre, ils pèseraient près de 100 kg chacun, et la fusée ne pourrait tout simplement pas décoller. Chaque miroir a été usiné dans un bloc massif, en retirant 90% de la masse à l'arrière pour créer une structure alvéolaire légère. C'est ce qu'on appelle l'allègement structural. L'épaisseur des parois n'y est que de quelques millimètres. Ensuite commence le polissage. Il s'effectue à l'aide de systèmes informatiques qui éliminent les irrégularités de l'ordre du nanomètre. 1/1000 de mètre, voilà la précision qui règne ici. Puis, les miroirs sont transportés dans une chambre cryogénique, où ils sont refroidis aux températures spatiales, les déformations microscopiques sont mesurées, puis on les polit à nouveau pour compenser ces variations. Ce cycle a été répété des dizaines de fois sur plusieurs années. Et maintenant, observez cette couleur. Nous avons l'habitude de voir les miroirs des télescopes dorés, mais sous l'or se trouve du beryllium pur. L'or n'est appliqué qu'à la toute fin, par pulvérisation sous vide. La couche d'or ne fait que 100 nanomètres d'épaisseur. C'est 1000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pour ce miroir immense de 25 mètres carrés, on n'a utilisé qu'environ 48 grammes d'or. L'équivalent de 3 ou 4 alliances, étalé sur une surface gigantesque. L'or est nécessaire, car le télescope recherche le rayonnement infrarouge des toutes premières étoiles, qui se sont allumées il y a 13 milliards et demi d'années. Le beryllium apporte rigidité et stabilité, l'or une réflexion parfaite. Dans cette usine, les mesures de sécurité semblent paranoïaques, mais c'est une paranoïa justifiée. Vous voyez ces lignes jaunes au sol?
impossible de les franchir sans chaussures spéciales. L'air de l'atelier est entièrement renouvelé toutes les 3 minutes. Le taux de beryllium dans l'air ne doit pas dépasser 0,2 de microgramme par mètre cube. C'est si minuscule que vous ne pourriez même pas le voir au microscope. Et pourtant les capteurs sont partout ici. Chaque employé passe par une douche spéciale en fin de service. Et leurs vêtements sont éliminés comme des déchets dangereux. C'est le prix à payer pour pouvoir sonder les profondeurs du cosmos. Mais le beryllium ne se limite pas à l'espace. Regardez ces pièces minuscules pour moteurs d'avion. Parce qu'il conduit la chaleur mieux que la plupart des métaux, le beryllium est idéal pour les composants qui doivent refroidir rapidement. Sa conductivité thermique atteint environ 210 watts par mètre Kelvin. Il évacue la chaleur plus vite que l'aluminium, tout en ne fondant qu'à 1287 degrés. Cela permet aux avions de voler plus vite et aux moteurs de fonctionner plus efficacement. Autre fait intéressant que vous n'entendrez guère à l'école. Le beryllium est presque transparent aux rayons X. Si vous faites une radiographie à travers une plaque d'acier, vous ne verrez rien. Mais le beryllium laisse passer les rayons comme s'ils n'étaient pas là. C'est précisément pour cette raison que les fenêtres de tous les appareils de radiographie et scanners dans les hôpitaux sont fabriquées en feuilles de beryllium. Cela permet aux médecins d'obtenir des images nettes de votre corps, sans perdre la puissance du rayonnement dans l'appareil lui-même. Vous vous demandez combien coûte tout ce plaisir? Eh bien, si vous voulez acheter 1 kg de beryllium pur, prévoyez entre 800 et 1000 $. Mais ce n'est que pour la matière première. Le coût d'une pièce finie peut être des dizaines de fois plus élevé, en raison de la complexité de l'usinage et des mesures de sécurité. Un seul segment de miroir du web a coûté des millions de dollars, si l'on tient compte de toutes les années de tests et de polissage. Merci d'avoir suivi cette exploration, et si vous aimez la vraie science autant que moi, n'hésitez pas à laisser un like. À bientôt pour un prochain site secret. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fabrique la plus grande clé à écrou du monde. Un outil de plusieurs mètres de long, pesant des centaines de kilos, capable de serrer des écrous destinés aux machines géantes et aux structures industrielles colossales. Une clé aussi imposante est indispensable pour le montage et l'entretien de boulonnages titanesques. Sans elle, l'assemblage de machines lourdes serait tout simplement impossible. Nous allons découvrir ensemble tout le processus de fabrication. Depuis l'ébauche massive en acier chrome-molybdène jusqu'à l'outil fini d'une précision remarquable, capable de résister à des contraintes extraordinaires. Je pénètre sur le site de l'usine métallurgique et je comprends immédiatement qu'ici, on travaille à des échelles titanesques. Tout autour, le grondement des ponts roulants, l'odeur de l'acier brûlant et le fracas des marteaux qu'on ressent jusque dans la poitrine. Le maître forgeron m'accueille. Un homme de haute stature, les mains marquées par les projets précédents, le regard scrutant chaque mouvement. Il me montre une pièce massive, un bloc d'acier chrome-molybdène de plus de 3 mètres de long, près d'1 demi-mètre d'épaisseur, pesant plusieurs tonnes. Cette pièce colossale deviendra la base de la plus grande clé à molette du monde. Elle impressionne déjà par elle-même. Même à 1 mètre de distance, on perçoit son poids, son ampleur et sa puissance potentielle. Le processus débute par la chauffe. La pièce est placée dans un four, immense comme une petite pièce, et la température monte progressivement jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal vire au rouge, presque fluide, et lorsque le forgeron le frappe de son marteau, on entend un choc sourd, profond. Le rythme est crucial. Trop vite et le métal peut se fissurer. Trop lent et il refroidit en durcissant. Il faut travailler avec précision et l'équipe de forgerons le sait par cœur. L'un maintient la pièce en place, le second frappe au marteau. Le troisième contrôle la température et la forme du métal. Chaque geste est affiné par des années de pratique
et la moindre erreur peut compromettre tout le travail. Lorsque la pièce devient malléable, commence le forgeage grossier. On utilise d'énormes marteaux de plusieurs centaines de kilos, manipulés par des ponts roulants. Coupe après coup, le métal est étiré et élargi, prenant peu à peu la forme de la future clé. On distingue déjà l'emplacement du manche et celui de l'ouverture destinée à l'écrou. Le processus s'étale sur plusieurs jours, car le métal refroidit progressivement et doit être constamment réchauffé pour éviter tension interne et fissures. Vient ensuite le forgeage de précision. Les forgerons travaillent avec des marteaux plus légers et des matrices spéciales. L'ouverture de travail est ajustée aux dimensions exactes de l'écrou. Le manche est étiré jusqu'à obtenir la longueur et l'épaisseur requises. Chaque coup compte. Une fraction de millimètre de décalage peut compromettre l'outil. Le contrôle est permanent. Les maîtres utilisent des gabarits de plus de 2 mètres de long, des règles pour l'épaisseur, des équerres pour vérifier la planéité. L'équipe fonctionne comme un seul mécanisme. L'un frappe, le deuxième contrôle la forme. Le troisième veille à ce que le métal ne surchauffe pas. Suit le traitement thermique. La clé est chauffée à 1000 degrés, puis refroidie brutalement dans d'immenses bains d'huile. Cela rend le métal dur et résistant, mais aussi fragile, d'où un revenu immédiat. Un réchauffage à plusieurs centaines de degrés, suivi d'un refroidissement progressif. Le métal obtient ainsi l'équilibre optimal entre rigidité et souplesse. Durant ce processus, le métal respire littéralement. On le voit changer de couleur, de forme, et devenir capable de supporter des charges incroyables. La fabrication d'une clé géante de ce type prend plusieurs semaines, parfois 3 à 4 semaines, selon la complexité de la commande et les dimensions de la clé. La majeure partie du temps est consacrée au chauffage et au forgeage grossier du métal, qui s'effectuent par étapes, avec des réchauffements et refroidissements successifs, afin d'éviter les fissures. Après le traitement thermique commence le ponçage et le polissage. Les forgerons utilisent de grandes meules abrasives et des fraises pour donner à la clé une surface lisse et des dimensions précises. Le manche est poli, l'ouverture de travail ajustée à l'écrou, chaque millimètre vérifié selon des gabarits. C'est impressionnant de voir combien de temps est consacré à des détails qui semblent imperceptibles au premier abord. Ici, ce n'est pas seulement la précision qui compte, mais aussi la rigueur de chaque geste. C'est d'elle que dépendent la fiabilité de l'outil et la sécurité du futur utilisateur. Une fois la clé terminée, on la transfère sur un banc d'essai. Elle est vissée sur des boulons géants et l'on observe en direct comment le métal réagit à des charges colossales. Les ingénieurs contrôlent les déformations, mesurent les flexions et les fissures, tandis que je me tiens à côté, incapable de détacher mon regard de ce morceau de métal qui se transforme en un outil puissant et maîtrisé. Ici, on ressent l'ampleur du travail industriel, de la température du four au coup de marteau jusqu'à la précision du polissage. À l'étape finale, les artisans appliquent un revêtement protecteur pour préserver le métal de la corrosion. Et le manche est peint d'une peinture spéciale pour faciliter le travail. À cette dernière étape de fabrication de la clé à écrou géante, les artisans passent à ce qui semble en apparence simple, mais qui constitue en réalité une partie cruciale du processus, la protection du métal et la préparation de l'outil à son utilisation. Après des semaines de forgeage, de chauffage, de polissage et de lustrage, le métal reste encore vulnérable aux facteurs extérieurs. L'air, l'humidité, même les résidus d'huile laissés par les mains peuvent provoquer la corrosion. Et pour un outil de cette envergure, cela signifierait un risque de fissure, de déformation et de perte de précision. Les artisans commencent par appliquer un revêtement protecteur spécial sur l'ensemble du corps métallique de la clé. Il ne s'agit pas d'une simple peinture, on utilise des liquides et vernis anticorrosion spéciaux qui pénètrent dans les micropores de l'acier et forment un film protecteur résistant. Ils travaillent au pinceau et au pulvérisateur
veillant à ce que la couche soit uniforme sur toute la surface, y compris les parties internes de l'ouverture de travail et les zones difficiles d'accès du manche. Si le revêtement est appliqué de manière inégale ou présente des lacunes, c'est précisément là que la corrosion pourrait s'amorcer à l'avenir, mettant en péril tout ce travail colossal. Après l'application de la couche protectrice, le manche de l'outil est peint avec une peinture spéciale pour faciliter le travail. Elle ne se contente pas de rendre la clé esthétiquement plaisante. La peinture est destinée à améliorer la prise en main, à empêcher les mains de glisser et à protéger la surface des rayures et de la saleté lors de l'utilisation. Pour des clés de cette taille, on utilise une peinture qui résiste aux fortes contraintes mécaniques, aux variations brutales de température et au contact avec les graisses et huiles utilisées dans les usines. Après la mise en peinture, les artisans laissent le revêtement sécher naturellement, puis en vérifient l'uniformité. Cette étape peut sembler décorative au premier abord, mais elle est en réalité d'une importance cruciale. De sa qualité dépendent la longévité de la clé, la sécurité du travail et la précision du serrage d'écrous gigantesques. Ce n'est qu'une fois cette étape achevée que l'outil peut être considéré comme entièrement prêt. Durant cette visite, je n'ai cessé de m'émerveiller devant la façon dont le métal, entre les mains de l'homme, se transforme en un outil capable de serrer des écrous de plusieurs centaines de kilos, tout en conservant précision et maniabilité. Si vous souhaitez découvrir d'autres processus de ce type, abonnez-vous à la chaîne. J'y montre comment on fabrique et répare des objets gigantesques qu'on ne voit que rarement, même dans les grandes usines, et les observer en direct est bien plus captivant que sur un écran. Chaque année, des centaines de plateformes pétrolières offshore sont installées à travers le monde, pesant plusieurs fois le poids de la tour Eiffel. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui soutient toute cette masse colossale lors du montage en plein océan déchaîné? Tout repose sur une seule pièce. Une unique microfissure invisible de 0,5 mm peut provoquer une catastrophe chiffrée en milliards d'euros. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret ultime des métallurgistes. Comment, à partir d'acier en fusion à 2100 degrés, on forge des monstres géants capables de soulever 10 000 tonnes. Et quels détails critiques les fabricants de grues maritimes dissimulent pour éviter l'effondrement. Prêt pour une immersion totale? C'est parti! La fabrication des crochets de grues géants débute par la préparation rigoureuse de la matière première dans des ateliers métallurgiques spécialisés. On y travaille un acier de construction de haute qualité dont la teneur en carbone ne dépasse pas 1%, tandis que les ajouts de chrome jusqu'à 2% et de molybdène jusqu'à 0,5% garantissent une résistance à la traction supérieure à 1000 mégapascales et une excellente ténacité au choc. Ces éléments ne sont pas choisis au hasard. Le chrome assure la résistance à la corrosion en milieu marin et le molybdène prévient la fragilité aux basses températures. La matière première arrive sous forme de briquettes ou de lingots de 20 tonnes, chargés dans de puissants fours à arc électrique d'une capacité de 200 tonnes. Ces installations ressemblent à d'immenses cuves de 10 mètres de hauteur, équipées d'électrodes en graphite de 600 mm de diamètre. Lors de l'injection d'un courant atteignant 100 000 ampères, un arc d'un demi-mètre se forme et fait fondre le métal jusqu'à 2100 degrés Celsius. Le four pivote pour assurer un mélange homogène, tandis que les gaz sont évacués par de puissants filtres. Le processus de refonte dure 4 à 5 heures, pendant lesquelles le métal est purifié des impuretés par évaporation sous vide et soufflage à l'argon. Le métal en fusion, d'un jaune éclatant, est coulé dans des poches revêtues de briques réfractaires. La température en sortie avoisine 1650 degrés. La poche est soulevée par des grues et transportée vers la ligne de coulée.
Là se trouvent des moules, d'imposantes structures en acier pesant jusqu'à 200 tonnes, garnies d'un mélange sable-argile ou d'un revêtement métallique. Ces moules de 50 mètres de long sur 5 mètres de large sont déjà préparés en tenant compte d'un retrait du métal de 2%. La coulée s'effectue selon un angle de 45 degrés pour éviter les poches d'air. Le métal liquide, en un jet d'1 demi-mètre de large, remplit le premier moule en 15 minutes. Ensuite, le moule est fermé par un couvercle et placé dans une zone de refroidissement contrôlée. La croissance maximale s'effectue durant les 24 premières heures, jusqu'à 800 degrés, puis les 2 jours suivants jusqu'à 200 degrés, tandis que le refroidissement complet à température ambiante s'étale sur une semaine. Des capteurs surveillant les gradients de température à 10 cm de profondeur, pour éviter les contraintes thermiques susceptibles de provoquer des fissures. Durant le refroidissement, le métal cristallise en une structure austénitique brute qui sera ultérieurement optimisée par traitement thermique. Des ouvriers en combinaison de protection supervisent le processus à travers des panneaux vitrés, tandis que l'automatisation enregistre des milliers de paramètres. L'ébauche finale pèse entre 100 et 200 tonnes, mesure jusqu'à 12 mètres de long et jusqu'à 2 mètres de diamètre à la base. Elles sont extraites du moule par des grues d'une capacité de 300 tonnes et préparées pour l'étape suivante, le forgeage. Une fois le long refroidissement terminé, la pièce métallique de 100 à 200 tonnes est extraite du moule par de puissantes grues et transportée vers l'atelier de forge. Un vaste espace de 2000 mètres carrés, sous une voûte de 25 mètres de hauteur. Là se dressent des presses hydrauliques d'une puissance allant jusqu'à 50 000 tonnes, des machines générant une pression de plusieurs millions de pascals. La pièce est découpée en sections de 6 à 8 mètres de longueur et chauffée dans des fours à gaz jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal prend une couleur rouge vif et devient malléable. Des ouvriers en combinaison thermique, à l'aide de pinces magnétiques, placent la section sous la presse. Première étape, la déformation brute. La presse descend avec une force pouvant atteindre 10 000 tonnes, comprimant le métal de 20 à 30% en un seul cycle. Chaque impact dure quelques secondes, transformant progressivement les contours cylindriques en ébauches de crochets. Vient ensuite le forgeage intermédiaire. Le métal est étiré, on y forme des ouvertures pour des câbles pouvant atteindre 60 cm de diamètre, ainsi que des anneaux d'une épaisseur de 15 cm. Les presses sont équipées de matrices complexes en acier haute résistance qui reproduisent la géométrie exacte du futur crochet. Le nombre total de cycles de forgeage atteint 50 par section, avec des interruptions pour un nouveau chauffage toutes les 10 à 50 minutes. L'étape finale consiste en l'usinage de précision de la partie active. Le diamètre de l'arceau principal du crochet atteint 1 mètre, l'épaisseur des parois 30 cm, le rayon de courbure 2,50 m. Les matrices de la presse travaillent avec une précision d'1 millimètre, créant nervures de renfort et brides. Après chaque frappe, un nettoyage à l'air comprimé sous 6 bars élimine les oxydes. Le moment clé, le traitement thermique. Le crochet est placé dans des fours de revenus, à 650 degrés pendant 20 heures. Cette opération élimine les tensions internes et optimise la ténacité au choc. Vient ensuite l'usinage mécanique sur fraiseuse. Et maintenant, le plus fascinant, le contrôle par ultrasons. Chaque crochet est examiné pour détecter d'éventuelles fissures cachées. Les capteurs scannent le métal par ondes à 5 MHz, révélant des défauts à partir de 0,5 mm. Si une seule microfissure est détectée, la pièce est rejetée. C'est la norme de sécurité pour les grues offshore, où un crochet supporte des charges allant jusqu'à 10 000 tonnes à 2 mètres de profondeur. Observez comment les opérateurs manœuvrent ces mastodontes. Tout autour,
des grues de 200 tonnes de capacité déplacent les ébauches entre les ateliers. L'usine produit jusqu'à 20 crochets par an, chacun valant des millions d'euros. Ils équipent les grues de sociétés comme Herema ou Saipem pour l'installation de plateformes pétrolières en mer du Nord. Ces crochets sont testés dans des bassins d'eau salée, simulant les conditions marines. Ils sont chargés jusqu'à 120% de leur capacité nominale, et le métal tient bon. La surface reçoit une couche époxy de 200 microns pour la protéger de la corrosion. L'acier pour ces pièces provient de Scandinavie, où il est fondu dans des fours sous vide. La logistique est impressionnante. Les ébauches pèsent 100 tonnes chacune et sont acheminées par barge. L'usine emploie 200 spécialistes, des métallurgistes aux ingénieurs. Voici ce crochet en cours de finition. On le peint, on grave son numéro de série et on le prépare pour l'expédition. Il partira vers une plateforme où il soulèvera une section de 8000 tonnes. Si vous voyez comment cela se passe en mer, les vagues qui frappent, le vent qui siffle et le crochet qui tient tout. Et ma chaîne tient grâce à vos abonnements. Le parc mondial de grues offshore dépasse 4000 unités, dont environ 1200 sont des navires flottants capables de soulever plus de 5000 tonnes. Les crochets de grues pour de telles machines demeurent rares en raison du nombre limité d'usines spécialisées. En Europe, ce sont principalement des entreprises aux Pays-Bas, en Norvège et en Allemagne, où la capacité de production totale atteint quelques unités par an. Ce gigantesque bloc d'acier pèse plus de 160 tonnes et sa fabrication a nécessité 8 mois de travail ininterrompu. Des centaines de milliers de litres d'eau, sous une pression phénoménale, traversent chaque seconde la roue de cette turbine hydraulique. Sa réalisation est un parcours qui va du métal en fusion, coulé dans un moule, jusqu'à un fraisage d'orfèvre précis au millimètre près. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment naissent ces géants qui éclairent des villes entières. Tout commence dans la fonderie, un lieu qui évoque davantage la forge des dieux. Pour créer une roue destinée aux plus grandes centrales hydroélectriques du monde, il faut faire fondre simultanément une quantité prodigieuse d'acier. Il ne s'agit pas d'un acier ordinaire, c'est un alliage inoxydable spécial à haute teneur en chrome et en nickel, capable de résister pendant des décennies à la cavitation et à la corrosion. Le processus de coulée constitue un moment critique. Dans un moule gigantesque, fabriqué à partir d'un mélange spécial de sable et de résine, on verse le métal liquide dont la température dépasse 1500 degrés Celsius. Imaginez la scène. Plusieurs énormes poches se penchent simultanément et une rivière de feu vient remplir le moule. Mais le plus délicat reste le refroidissement. Une pièce aussi massive ne peut tout simplement pas refroidir en une nuit. Pour éviter les fissures internes et les tensions dans le métal, la roue repose dans son moule pendant plusieurs semaines. C'est un processus lent et contrôlé, où chaque degré compte. Lorsqu'on brise enfin le moule, nous découvrons une ébauche brute et sombre, qui ne ressemble que de loin au futur chef-d'œuvre d'ingénierie. Ce bloc brut de 170 tonnes est maintenant transporté vers l'atelier d'usinage mécanique. Ici, l'attendent de gigantesques tours fraiseuses verticales. Imaginez une machine haute comme un immeuble de 3 étages, où la pièce tourne lentement, tandis que des outils de coupe surpuissants retirent centimètre par centimètre le métal superflu. À ce stade, la roue perd jusqu'à 30% de son poids initial. Ce sont des tonnes de copeaux d'acier qui tombent au sol. Mais la principale difficulté réside dans la forme des aubes. Une aube de turbine hydraulique présente une surface complexe à courbure variable, calculée par des supercalculateurs pour une hydrodynamique parfaite. Le fraisage d'une seule de ces aubes peut durer plusieurs semaines en continu. La précision ici est stupéfiante. Pour une pièce de 8 mètres de diamètre,
l'écart ne peut excéder des fractions de millimètres. Si la forme est ne serait-ce que légèrement altérée, l'eau commencera à détruire le métal par cavitation. Des micro-explosions de bulles d'air capables de ronger l'acier comme du papier. Une fois que la machine a terminé le gros œuvre, vient l'heure du travail manuel. Oui, vous ne rêvez pas. Même à l'ère des robots, la finition finale de ces géants se fait à la main. Des maîtres polisseurs, équipés de masques respiratoires et de combinaisons de protection, passent des semaines à polir la surface des aubes. Ce n'est pas une question d'esthétique. Plus la surface sera lisse, plus la résistance à l'eau sera faible, et plus le rendement de la turbine sera élevé. Une roue parfaite doit briller comme un miroir. Chaque cordon de soudure, chaque micro-fissure est minutieusement contrôlée par ultrasons et rayons X. La moindre porosité à l'intérieur de la coulée pourrait mener à la catastrophe, lorsque la roue se mettra à tourner à 75 tours par minute sous la pression d'une colonne d'eau de 200 mètres de haut. La dernière étape à l'usine, et sans doute la plus cruciale, c'est l'équilibrage. La roue pèse 150 tonnes. Si un côté est ne serait-ce qu'un kilogramme plus lourd que l'autre, la rotation générera des vibrations qui pulvériseront littéralement le barrage de béton. La roue est installée sur un banc spécial, où l'on vérifie son centre de gravité. C'est un travail d'une finesse inouïe. Les ingénieurs calculent où retirer encore quelques grammes de métal, ou, au contraire, ajouter des masses d'équilibrage. Une fois l'équilibrage terminé, ce géant peut se mettre à tourner littéralement d'une simple poussée de la main. C'est la magie de la physique et du calcul de précision. Lorsque ce titan d'acier quitte enfin l'atelier de polissage final, étincelant par la surface miroir de ses aubes, les ingénieurs font face à un défi qui, par sa complexité, n'a rien à envier à la fabrication elle-même. Vous pourriez penser que le plus dur est derrière eux, mais en réalité, la véritable aventure ne fait que commencer. L'acheminement de la roue mobile vers la centrale hydroélectrique est un cauchemar logistique et, en même temps, un spectacle extraordinaire. Car il s'agit d'un objet dont le diamètre atteint 10 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 3 étages, couché sur le côté. Aucun wagon ferroviaire standard ne peut accueillir une telle pièce. Aucun pont ordinaire sur une route ne possède un passage assez haut pour que ce géant puisse le franchir. Cet objet est si large qu'il occupe 3, voire 4 voies de circulation à la fois, rendant son transport sur les routes publiques pratiquement impossible sans une préparation logistique colossale. C'est pourquoi le chemin vers le cœur énergétique du pays commence généralement par la voie d'eau. D'immenses grues portuaires, capables de soulever des centaines de tonnes, déposent délicatement la roue sur le pont d'une barge spécialisée. C'est le moyen le plus sûr et le plus fiable pour acheminer de tels chargements. La barge progresse lentement sur les artères fluviales, franchissant écluses et grandes villes. Mais le fleuve ne peut conduire la pièce jusqu'au seuil de la salle des machines. À un certain point, sur un quai provisoire, le colosse d'acier doit regagner la terre ferme. L'attend ici un transporteur modulaire multi-essieux, une merveille d'ingénierie, montée sur des centaines de roues, chacune contrôlée individuellement. Cet engin avance à l'allure d'un piéton, environ 5 km/h, et autour de lui se déploie une véritable opération spéciale. En tête du convoi marchent des équipes de monteurs. Ils démontent provisoirement les panneaux de signalisation gênant le passage, soulèvent ou carrément coupent et retirent les lignes électriques, pour éviter que la structure de 10 mètres de haut n'accroche les câbles sous haute tension. Par endroits, il faut même élargir la chaussée ou renforcer les ponts avec des supports d'acier provisoires, car 160 tonnes de poids concentré peuvent tout simplement écraser l'asphalte ordinaire. Chaque mètre du trajet est calculé à la seconde et au millimètre près. Ce voyage peut durer des semaines, attirant des foules de badauds le long des routes, car ce n'est pas tous les jours qu'on voit glisser devant sa palissade
un morceau de la future histoire énergétique. Et nous voici enfin ici, au cœur même de la centrale hydroélectrique. La salle des machines nous accueille par un grondement qui fait vibrer l'air dans nos poumons. Dans le sol de la salle béant de profonds puits de béton, ce sont les puits des futurs groupes turbo-alternateurs. Vos yeux et les miens comptent parmi les derniers à voir cette roue à la lumière du jour. À l'aide d'un puissant pont roulant, elle descend lentement dans les profondeurs obscures du puits. Là, au fond, elle sera raccordée à l'arbre massif du générateur. C'est un assemblage de haute précision, où la marge d'erreur ne peut excéder l'épaisseur d'un cheveu humain. Une fois le montage achevé et tous les vannes fermés, on laissera l'eau envahir le puits. Un torrent déchaîné, tombant d'une hauteur de plus de 200 mètres, s'abattra sur ces aubes que nous avons si soigneusement polies. Et moi, je peaufine le contenu en espérant vos abonnements enthousiastes. Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de barils de pétrole sont raffinés quotidiennement. Un volume capable de remplir des milliers de piscines olympiques par heure. Mais parmi cette masse se trouve un pétrole que la plupart des raffineries redoutent. Le lourd brut mexicain Maya. Épais, noir, gorgé de soufre. Presque inutilisable pour les carburants modernes. Et c'est précisément ici, à Deer Park près de Houston, qu'on le casse, qu'on le purifie et qu'on le transforme en énergie pour tout un continent. Comment du quasi-mazout donne-t-il naissance à de l'essence? Et quel processus se cache derrière ces tours métalliques? Suivez-nous jusqu'au bout. Vous découvrirez ce dont même les ingénieurs ne parlent pas. Aujourd'hui, nous voici sur l'un des sites industriels les plus puissants d'Amérique du Nord, la raffinerie Deer Park. Ce complexe géant de raffinage pétrolier, situé près de Houston, a longtemps fonctionné dans le cadre d'un partenariat entre Pemex et Shell. C'est ici qu'arrive l'un des pétroles les plus difficiles à raffiner au monde, le brut lourd mexicain Maya crude. Noir, épais, visqueux, semblable à du mazout chauffé, il paraît presque inutilisable pour produire de l'essence. Pourtant, c'est ici même qu'on apprend à le rééduquer. De loin, la raffinerie ressemble à une ville de métal. Des dizaines de tours, de tuyaux, de réservoirs et de plateformes s'étendent sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Les colonnes de distillation les plus hautes atteignent environ 60 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages, rempli non d'appartements, mais de pétrole en ébullition. Tout autour règne le bruit incessant des pompes, la vapeur, l'odeur des hydrocarbures et la lueur des torchères où l'on brûle les gaz excédentaires. Tout commence avec l'arrivée du brut. Pétrolier ou pipeline, le Maya crude est acheminé jusqu'au site de la raffinerie. Il est stocké dans d'immenses réservoirs de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. C'est là qu'on le maintient au chaud et qu'on le prépare pour la première étape, la distillation atmosphérique. Le brut est pompé dans une colonne de grande hauteur et chauffé à une température d'environ 350 degrés Celsius. À l'intérieur, il commence à s'évaporer et les différentes fractions montent à des niveaux distincts. Les gaz légers et les composants de l'essence s'élèvent vers le haut. Les plus lourds restent en bas. C'est une séparation de base, mais pour un brut mexicain aussi lourd, ce n'est que le début du processus. Le problème principal du Maya crude, ce sont ses molécules. Elles sont longues, lourdes, complexes, riches en carbone et en soufre. Sous cette forme, elles brûlent mal et ne conviennent pas aux carburants modernes. D'où l'étape suivante, le craquage catalytique. Après la distillation primaire, les résidus sont dirigés vers des réacteurs spéciaux où s'opère le craquage des molécules.
La température y atteint 500 degrés et la pression des dizaines de bars. À l'intérieur circule un catalyseur pulvérulent, semblable à du sable fin. Il est en mouvement constant avec les vapeurs de pétrole. Dans ces conditions, les longues chaînes d'hydrocarbures commencent à se fragmenter en chaînes plus courtes. Ce qui était un fioul lourd se transforme progressivement en composants d'essence, de gazole et de carburant aviation. Le processus est continu. Le catalyseur s'use, se régénère, se réactive et retourne dans le réacteur. Après le craquage, le carburant est loin d'être prêt. Le pétrole mexicain contient énormément de soufre. C'est précisément lui qui rend le carburant sale, toxique et nocif pour les moteurs comme pour l'environnement. L'étape clé suivante est donc l'hydrotraitement. Les flux de produits pétroliers sont dirigés vers de hauts réacteurs verticaux, où ils sont mélangés à de l'hydrogène pur. La température avoisine les 400 degrés. La pression dépasse 100 bars. Dans ces conditions, le soufre se sépare des hydrocarbures et se transforme en sulfure d'hydrogène. Celui-ci est capté, purifié, puis transformé en soufre technique. Ces réacteurs ressemblent à de gigantesques colonnes d'acier, hautes comme un immeuble de plusieurs étages. À l'intérieur, un système complexe de tuyaux, de catalyseurs et d'échangeurs thermiques. Tout fonctionne 24 heures sur 24, sans interruption, car même une courte pause signifierait des pertes se chiffrant en millions d'euros. Après purification, le carburant traverse encore plusieurs étapes: stabilisation, filtration, mélange avec des additifs. Chaque type d'essence ou de gazole obéit à sa propre formule précise. Des systèmes informatiques contrôlent la composition du mélange, l'indice d'octane, la volatilité et la température d'inflammation, avec une précision à une fraction de % près. C'est là que s'opère la métamorphose essentielle. Ce qui entre dans la raffinerie sous forme de liquide noir, visqueux et lourd, en ressort transparent, clair et volatile. Il s'enflamme facilement, brûle de façon homogène et répond aux normes environnementales européennes et américaines. Chaque jour, des centaines de milliers de barils de pétrole transitent par ce complexe. Cela représente des millions de litres de carburant qui partent ensuite par pipeline, train et camions-citernes à travers tout le continent. Chaque litre est le fruit de dizaines de réactions chimiques, de centaines de pompes et de milliers de capteurs. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est le contraste. À l'entrée, la raffinerie reçoit un produit qui ressemble à un problème. Épais, lourd, saturé d'impuretés. À la sortie, apparaît une ressource sans laquelle le monde moderne ne pourrait fonctionner. Autoroutes, lignes aériennes, logistique, villes. Tout commence ici, au milieu du métal, de la vapeur et de la haute pression. C'est précisément pourquoi Deer Park n'est pas une simple usine. C'est une immense fabrique de transformation, où l'ingénierie, la chimie et la rigueur modifient chaque jour les propriétés de la matière. Et chaque fois que vous faites le plein, quelque part au Texas, cette chaîne complexe a déjà œuvré pour transformer du pétrole brut mexicain en carburant léger, qui propulse votre avancée. Et pour faire avancer ma propre chaîne, j'ai besoin de votre abonnement. Le réseau mondial des raffineries pétrolières constitue l'un des plus vastes réseaux industriels de la planète. Au début des années 2020, plus de 700 grandes raffineries sont en activité dans le monde, avec une capacité cumulée dépassant 100 millions de barils par jour, soit environ 15 millions de tonnes de pétrole brut quotidiennement. Près de 20% de l'ensemble du raffinage revient aux États-Unis, qui demeure le premier centre mondial de raffinage pétrolier. En moyenne, une grande raffinerie moderne consomme entre 5 et 8% de sa propre production pour ses besoins internes. Fonctionnement des pompes, des compresseurs et des fours.
Une telle installation peut utiliser une quantité d'électricité équivalente à celle d'une ville de plus de 100 000 habitants. La consommation d'eau est elle aussi colossale, de 2 à 5 barils d'eau pour chaque baril de pétrole raffiné. Les statistiques montrent qu'un baril de pétrole brut permet d'obtenir en moyenne environ 45% d'essence, 30% de diesel et de carburéacteurs, le reste se répartissant entre fuel lourd, gaz et produits pétrochimiques. Le pétrole lourd, notamment mexicain, nécessite 30 à 40% d'énergie supplémentaire pour son raffinage par rapport au pétrole léger. Selon les organisations énergétiques internationales, les pays de l'OPEP exportent chaque année plus de 2 milliards de barils de pétrole brut destinés au raffinage dans des installations étrangères. Par ailleurs, plus de 60% des capacités mondiales de raffinage ont été construites après 1990, ce qui témoigne du renouvellement constant du secteur. Sur le plan financier, une grande raffinerie coûte en moyenne entre 5 et 10 milliards d'euros, avec un délai d'amortissement qui atteint 15 à 20 ans. Même un arrêt d'une journée d'une telle installation peut entraîner des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros et avoir un impact immédiat sur les prix des carburants dans toute une région.